Dans ce cours, je vais vous présenter la notion du multiplicateur de Keynes ou bien effet multiplicateur. Pour Keynes, on peut exprimer la consommation dans la relation suivante. C est égal à fois Y plus B. C, c'est la consommation, Y, c'est le revenu, B, c'est la consommation autonome et A, c'est ce qu'on appelle la propension à consommer. Pour Keynes, le revenu disponible des ménages, à savoir Y, est égal à la consommation plus l'épargne. Donc C plus S, ça représente l'entièreté du revenu, ou bien le 100% du revenu. C'est-à-dire que les ménages consacrent un certain pourcentage de leur revenu pour consommer et ce qui reste pour épargner. Et le pourcentage consacré à la consommation, c'est ce qu'on représente par le petit a. Si je considère par exemple que les ménages consomment 80% de leurs revenus, alors dans ce cas, le A va représenter 0,8 ou bien 80%, c'est la même chose. Et donc le reste est épargné, c'est-à-dire 20% ou bien 0,2. Le 1 moins A, ça représente ce qu'on appelle la propension à épargner. La signification de tout ça est très simple, c'est-à-dire que pour chaque euro de revenu, 80 cents va être consommé et 20 cents va être épargné. C'est ça ce que ça veut dire. Et on peut dire aussi que pour chaque 100 euros, 80 euros va être consommé et 20 euros va être épargné. Maintenant, je dois vous expliquer un peu la signification de cette consommation autonome. Alors, la consommation autonome, ça ne dépend pas du revenu, c'est-à-dire que même si le revenu est égal à 0, on va garder quand même une certaine consommation qui peut se baser sur la richesse ou bien le patrimoine déjà existant chez les ménages. Pour Keynes, l'augmentation de l'investissement va entraîner une augmentation des revenus chez les ménages et l'augmentation des revenus va entraîner certainement l'augmentation de la consommation et de l'épargne. Et comme je vous l'avais expliqué auparavant, chez Keynes, l'épargne est strictement liée à l'investissement. Si on imagine par exemple une augmentation d'investissement de 100 000 euros, on va mettre 100 000. Alors cet investissement va représenter pour quelqu'un d'autre un revenu. Imaginez par exemple que cet investissement, c'est l'achat d'une machine. Alors, celui qui va vendre cette machine va recevoir ces 100 000 euros comme revenu. Donc, on va avoir ici 100 pour revenu de quelqu'un d'autre. Et ce revenu de quelqu'un d'autre, on va imaginer que, par exemple, la propension à consommer est de 80%. Donc, 80% va être consommé et 20% va être épargné. Ce 80 de consommation, on l'a obtenu en multipliant le revenu par la propension à consommer qui est 0,8. 0,8 fois 100. Ça vous donne 80. Et le 20, c'est la propension à épargner fois le revenu, c'est-à-dire 0,2 fois 100. Et comme les dépenses des uns représentent les revenus des autres, ce 80 000 euros qui va être dépensé en consommation va constituer pour quelqu'un d'autre un revenu. Donc chez Keynes, ce processus de consommation-épargne va se continuer dans la société. Si on part d'une augmentation d'investissement de 100 000, on va avoir ce processus qui va s'engager dans la société. Vous avez cet investissement constitue des revenus pour quelqu'un d'autre. Si on imagine toujours que cet investissement est l'achat d'une machine, eh bien, celui qui va vendre la machine va recevoir ce revenu de 100 000. Et puisqu'on suppose que 80% des revenus sont épargnés, ce 100 000 va être décomposé en deux choses. Va être décomposé en consommation de 80 et de l'épargne égale 20. Alors, cette consommation de 80 va constituer un revenu pour quelqu'un d'autre. Donc, on a ici un revenu de 80 qui va être utilisé de la même manière. 80% va être consommé. 0,8 fois 80 va être consommé, ce qui fait 64. Et le reste va être épargné. On continue notre raisonnement. Cette consommation de 64 va constituer un revenu pour quelqu'un d'autre. 64.
Alors, ce revenu de 64 va être utilisé de la même manière. Vous avez 0,8 fois 64 va être consommé et le reste épargné. Et si on calcule le total des revenus générés par ce processus, on va avoir notre 100 de départ plus 80 plus 64 plus on continue. Alors tout ça est égal à quoi? Est égal à 100 plus 80. Comment on a fait pour calculer ce 80? Eh bien, ce n'est rien d'autre que 0,8 fois 100. Plus. Et 64, comment on a calculé 64? On a multiplié tout ça par, encore une fois, 0,8. Ce qui fait 0,8 au carré fois 100. Vous imaginez bien la suite, ce processus va se poursuivre. Donc on aura ici 0,8 puissance 3 fois 100, ainsi de suite. Plus on continue jusqu'à avoir 0 revenu. Et là, en fait, on a quoi? On a, si on met en facteur 100, et 100, c'est juste notre investissement initial. Donc on va le remplacer par I. Donc on met en facteur I fois, donc là, on a une fois, plus, là, le deuxième terme, on a 0,8, le troisième terme, 0,8 au carré, plus 0,8 au cube, plus, et vous continuez à l'infini. Et en fait, là, ce que vous avez, c'est une suite géométrique de raison 0,8. Et tout ça en mathématiques est égal à 1 sur 1 moins 0,8. Et voilà ce qu'on appelle le multiplicateur keynésien, c'est 1 sur 1 moins 0,8. 0,8, c'est la propension à consommer. Et là, si vous remarquez bien, 1 moins 0,8, c'est quoi en fait? C'est la propension à épargner. Et tout ça, c'est notre multiplicateur. Ce multiplicateur est supérieur à 1. Et cela signifie qu'avec un investissement initial de 100, on va obtenir des revenus de l'ordre de 5 fois plus, parce que ce multiplicateur est égal à 5. C'est 1 sur 0,2, ça fait 5. Donc avec un investissement initial de 100, ça va générer 100 fois 5 de revenus au total au ménage. Alors ça, c'est une manière de trouver notre multiplicateur, mais il y a une manière très très simple qu'on peut utiliser avec cette formule-là de I égale S. En fait, si on accepte que tout ce qui est épargné va finir par être investi, si on prend par exemple un cas où il y a 100 euros d'investissement supplémentaire, cela génère 100 euros de revenus dans la société. Et dans ce 100 euros de revenus, il y a combien d'épargnés? Il y a 20%. 0,2 de Y est épargné. Et puisque l'épargne est égale à l'investissement, donc ce 0,2 fois Y est égal à l'investissement. Et là, on a exactement la même formule qu'en bas. Y est égal à I fois 1 sur 1 moins 0,8. 1 moins 0,8, ce n'est rien d'autre que la propension à épargner de 0,2. Donc là, vous voyez, vous arrivez à la même formule, rien qu'en égalisant cette épargne avec l'investissement. C'est ce qu'on a fait ici. Alors, on peut avoir une troisième façon de trouver ce multiplicateur keynésien, c'est simplement de partir de cette formule de revenu disponible égale consommation plus épargne. Le revenu disponible est soit consommé, soit épargné.
et dans le cas où on suppose que les ménages consomment 80% de leurs revenus. Donc cette équation va devenir Y égale ma consommation, je vais la transformer en 80% de Y, plus, et le S, je vais le transformer en investissement. Donc Y, je passe cette partie de l'autre côté, on va avoir moins 0,8 Y égale notre investissement. On continue, on met en facteur Y, on a 1 moins 0,8 est égal à l'investissement. Et là, on arrive à la même formule, Y est égal investissement fois notre multiplicateur 1 moins 0,8. On arrive à la même formule. Donc vous voyez qu'on peut procéder de différentes façons pour atteindre le même résultat, à savoir qu'un investissement initial de 100 va donner au total un revenu qui est égal à 5 fois l'investissement initial. C'est ça la signification du multiplicateur keynésien, parce qu'on suppose que le multiplicateur est supérieur à 1. C'est-à-dire que ça génère plus de revenus que l'investissement de départ. Dans le cours précédent, je vous avais présenté plusieurs méthodes pour calculer le multiplicateur keynésien et aujourd'hui, on va voir l'effet de ce multiplicateur sur notre graphique ASAD. Alors, je vais redessiner les deux courbes ASAD pour que ça soit propre. La courbe AS prend la forme suivante, la courbe AD, et puis à l'intersection, on a un niveau de prix d'équilibre, une certaine quantité de production d'équilibre. Et AD, comme on a vu, ça représente la demande globale sur le marché, à savoir celle des consommateurs, des investisseurs, ou bien des entreprises, de l'État et de l'extérieur. Tout cela, bien sûr, est égal au revenu national et on a vu que l'augmentation de l'investissement a un impact sur l'augmentation du revenu, mais plus que proportionnel, 5 fois plus. Si on augmente ici une fois, on a un revenu national qui augmente de 5 fois avec un effet multiplicateur, mais en partant de l'hypothèse que la propension à consommer est égale 80%, bien 0,8. Alors, cette augmentation de revenus doit apparaître ici, c'est-à-dire au lieu de se retrouver avec ce Y-là, qui n'est rien d'autre que ce Y, c'est le même. Donc, on va se retrouver plus loin sur l'axe, on va dire ici. Donc, avec l'effet multiplicateur, notre AD va prendre une autre forme qui va être plus loin, ici. Et le fait d'avoir cet impact de pousser la demande globale plus loin, on se rapprocherait de notre niveau de plein emploi. La production du plein emploi se trouve très très loin, ici, par exemple. Et cette production de plein emploi, en fait, correspond à la production maximale qu'un pays peut avoir en exploitant ou bien en utilisant au maximum les deux facteurs de production, à savoir le travail et le capital. Et utiliser au maximum le facteur travail, ça veut dire réduire au maximum le chômage dans le pays. Maintenant, il faut savoir que cet impact sur la demande globale est d'autant plus valable que la courbe ici de la demande globale se trouve dans une situation de sous-emploi et que la grande partie de l'augmentation des revenus des ménages va être utilisée pour consommer et non pas épargner. Dans le cas contraire où les ménages utiliseraient très peu d'argent pour consommer à la suite de l'augmentation de l'investissement et des revenus des ménages, à ce moment-là, cet effet multiplicateur ne marcherait pas. Et on parlerait dans ce cas des fuites du circuit économique. Si je reviens ici à mon circuit économique, vous voyez que le revenu qui rentre ici aux ménages, à savoir les salaires et les profits, doit être utilisé pour consommer des biens et services pour que l'effet multiplicateur a un impact important sur la relance économique et la croissance économique. Mais le problème, c'est que les ménages peuvent choisir autre chose que de consommer, par exemple épargner ou bien acheter des biens qui viennent de l'extérieur, du reste du monde, au lieu d'acheter des produits qui viennent des entreprises au niveau national.
Et puis, on peut parler d'une autre fuite par rapport à tout ça, c'est l'impôt et taxes. Toutes ces autres possibilités d'utiliser l'argent à part consommer, ça représente des fuites du circuit économique. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un effet multiplicateur garanti en augmentant les investissements. Je reviens à mon graphique ASAD. Maintenant qu'on a démontré que l'augmentation de l'investissement peut avoir un effet multiplicateur, on peut se poser la question, qu'en est-il des autres paramètres qu'on a ici? Pour savoir l'impact des autres paramètres, on va prendre notre équation générale et on va voir ce que ça donnerait une augmentation de chaque paramètre sur l'augmentation des revenus des ménages. Je vais reprendre mon équation ici. Notre revenu national est égal à la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, les dépenses publiques, l'exportation moins les importations. Et je vais exploiter aussi la relation entre la consommation et le revenu national. La consommation des ménages n'est rien d'autre qu'une fraction du revenu national. C'est la propension à consommer fois notre revenu plus la consommation autonome. Et on peut ajouter aussi une autre équation, c'est celle qui lie les importations au revenu national. En fait, les importations n'est rien d'autre qu'une proportion du revenu consacré à acheter des biens de l'extérieur. Et cette proportion du revenu utilisée pour acheter des biens de l'extérieur, ça s'appelle propension à consommer. On va l'appeler petit m fois le grand Y, notre revenu national. Donc, une partie de ce revenu national va être utilisée par les ménages pour acheter des biens de l'extérieur. Donc, on a ici un système d'équations qu'on va exploiter. On va remplacer dans notre équation ici le C par sa formule ici et le M par sa formule ici. On va avoir Y égale A fois Y plus B plus I, on va le laisser comme ça, plus G plus X moins M. Le M, on va le remplacer par petit m fois Y. Et puis, on va renvoyer tous les Y d'un côté. Donc, ce Y-là, on va le renvoyer de l'autre côté et celui-là de l'autre côté aussi. On va avoir notre premier Y moins A fois Y plus M fois Y égale B plus l'investissement plus dépenses publiques plus exportation. On va mettre en facteur le Y, le revenu national, fois 1 moins A plus M est égal à B plus I plus G plus X. Donc Y égale à 1 sur 1 moins A plus M fois B plus la même chose 1 sur 1 moins A plus M fois I plus 1 sur 1 moins A plus M fois G plus 1 sur 1 moins A plus M fois X. Là, on a une formule générale qui permet de calculer tous les effets multiplicateurs possibles par rapport aux autres paramètres. Si on calcule la variation de Y par rapport à l'investissement, c'est-à-dire la variation, ça peut s'écrire de cette façon, c'est la dérivée partielle de Y par rapport à l'investissement. Là, on est dans une méthode mathématique. Si on calcule la variation de Y par rapport à I, c'est-à-dire qu'il n'y a que I qui est variable dans l'équation et tout le reste est considéré comme constante. Donc, tout ce qui est constante dans l'équation, ça va partir. Ce qui restera, c'est juste cette partie-là. C'est comme si vous avez A fois X. La dérivée de A fois X, ça donne A, est égal à A. Donc là, pareil, la dérivée par rapport à I,
Ça va donner 1 sur 1 moins A plus M. Et là, on a notre multiplicateur, mais dans une économie ouverte sur le monde extérieur. Dans le cas où il n'y a pas d'exportation et d'importation, on va avoir simplement ce qu'on a trouvé précédemment, 1 sur 1 moins A, la propension à consommer. Et ça, c'est l'effet multiplicateur. Mais dans ce cas, on obtient un autre effet multiplicateur avec le M ici, en plus, qu'on ajoute à A, ce qui fait que ce multiplicateur est inférieur à celui qu'on calcule sans exportation et importation, à savoir 1 sur 1 moins la propension à consommer. Cela signifie que le M, ou bien les importations, réduisent l'effet, l'impact du multiplicateur sur le retour en termes de revenus des ménages. En d'autres termes, sans les importations, on va avoir plus d'impact, plus d'effet sur l'augmentation des revenus des ménages en augmentant les investissements. Et si on dérive Y, notre revenu national par rapport aux dépenses publiques, on va avoir la même chose, le même multiplicateur, c'est-à-dire que l'impact sur le revenu des ménages va être pareil en augmentant les investissements ou bien en augmentant les dépenses publiques. Si l'investissement des entreprises privées est défaillant, on peut substituer cet investissement par les dépenses publiques, par l'intervention de l'État et l'augmentation des dépenses publiques. Si je reviens ici à mon schéma, on a prouvé que l'augmentation de I peut avoir un effet multiplicateur, mais au niveau de G, c'est pareil. Donc on peut avoir un effet multiplicateur en utilisant les dépenses publiques. Donc l'État peut avoir un rôle très important en économie et l'État peut intervenir par des politiques économiques et principalement par l'application d'une politique budgétaire ou bien une politique monétaire. Au niveau de la politique budgétaire, on a deux éléments importants. On a notre G, c'est les dépenses publiques, et on a notre T, qui est l'impôt et taxes. Pour relancer l'économie, soit on va réduire les taxes, donc ce qui va faire comme impact l'augmentation de la consommation des ménages, soit on va augmenter les dépenses publiques, ce qui permet d'augmenter les investissements des entreprises privées. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce cours. Merci de l'avoir regardé et à très bientôt.